Il y a 100 ans, était publiée à Paris la traduction française d'un texte aux origines aussi mystérieuses que son titre, Les Protocoles des Sages de Sion. Présenté comme le compte-rendu d'une réunion secrète des chefs de la communauté juive, il annonçait un plan détaillé pour mettre le monde sous leur domination. Rapidement dénoncé comme un faux, il va néanmoins circuler dans le monde entier. Avec Pierre-André Taguieff, philosophe, historien des idées et directeur de recherche au CNRS, nous retraçons le parcours du faux politico-littéraire le plus célèbre de l'histoire occidentale. C'est dans la Russie du tsar Nicolas II que tout commence. Mécanique du complotisme. Les protocoles des sages de Sion. Chapitre 1. Les faussaires du tsar. Le contexte social et politique en Russie, au cours des années 1900, est marqué par la menace d'une révolution. Nicolas II est confronté à la montée d'un certain nombre de groupes révolutionnaires inspirés par le marxisme. Il y a également un certain nombre de groupements anarchistes plutôt violents. Il y a donc une grande peur autour de Nicolas II, le tsar de Russie. Le peuple a fait ce rêve insensé de vouloir prendre une part au travail du gouvernement. Que tout le monde sache que je garderai les principes inaliénables de l'autocratie aussi fermement et en restant tout aussi inflexible que feu mon père, votre tsar inoubliable. En plus des groupes révolutionnaires, les cercles dirigeants russes, issus des fortunes terriennes, se sentent fragilisés par la montée de l'industrie et de la finance qui menacent de bouleverser les rapports de force économiques et politiques. Nombre de publicistes d'extrême droite critiquaient violemment le capitalisme et faisaient retomber tous les vices du capitalisme sur les juifs. Autrement dit, cet anticapitalisme était en fait fondamentalement antisémite et inséparable d'une diabolisation des mouvements révolutionnaires dirigés par les juifs. La diabolisation des juifs dans l'opinion, notamment dans ces secteurs nationalistes, s'accompagne de ce qu'il faut bien reconnaître comme des rêves d'extermination. Et c'est dans ce contexte d'angoisse révolutionnaire et de fièvre antisémite que va apparaître un texte qui semble confirmer à la fois toutes ces craintes et tous ces préjugés, les protocoles des sages de Sion. Et c'est précisément dans ce contexte qu'est publié par le mystique orthodoxe Nilus, Sergueï Alexandrovitch Nilus, fin décembre 1905, la fameuse version des protocoles qui deviendra par la suite canonique. Les protocoles se présentent comme les minutes de séances secrètes. Elles sont tenues on ne sait où ni quand par un groupe de sages de Sion inconnus, au nombre imprécisé, qui seraient les chefs suprêmes du peuple juif. Un programme de conquête du monde est exposé cyniquement à un auditoire complice dont la composition reste elle-même indéterminée, bien qu'on sache qu'il s'agit de juifs, l'orateur étant un grand juif inconnu qui déclare « Notre mot d'ordre est la force et l'hypocrisie ». Les protocoles des sages de Sion. Chapitre 1. Seule la force peut triompher en politique. C'est pourquoi nous ne devons pas nous arrêter devant la corruption, la tromperie et la trahison, toutes les fois qu'elles peuvent nous servir à atteindre notre but. La force et l'hypocrisie sont les outils par lesquels la domination du monde va pouvoir se réaliser. Ce plan juif secret implique la destruction de la civilisation chrétienne et des monarchies traditionnelles en vue d'installer le roi d'Israël ou le roi des Juifs à la place encore jamais prise de roi ou de patriarche du monde. Et ce, par la corruption et surtout les révolutions. Chapitre 10. Il faut troubler constamment, dans tous les pays, les rapports du peuple et du gouvernement, afin de fatiguer tout le monde par la désunion, l'inimitié, la haine, et même par le martyre, la faim, l'inoculation des maladies, la misère. Si, donc, pour les sages de Sion, il faut désorganiser les vieilles sociétés, c'est en vue d'instaurer de façon définitive le super gouvernement juif mondial qui mettra un terme au soubresaut de l'histoire et fera passer celle-ci de l'âge du chaos à l'âge de l'ordre final, garant du bonheur universel. Chapitre 17. Il n'y a plus qu'un certain nombre d'années qui nous séparent de la ruine complète de la religion chrétienne. Le roi des Juifs sera ce que naguère avait été le pape. Il deviendra le patriarche universel de l'Église internationale instituée par nous.
Le document peut donc être compris comme un dévoilement involontaire du dit programme. On a là le schéma classique de la littérature conspirationniste qui se présente comme une littérature de dévoilement. Dévoilement de la vérité cachée, dévoilement des secrets, etc. Pierre-André Taguieff, comment sait-on que ce texte relève de la supercherie ? Le fait que les protocoles sont un faux bien établi. Les protocoles sont un faux fabriqué sur la base du plagiat ou de la déformation de plusieurs textes de différents types. Certains relèvent du genre romanesque. On trouve évidemment aussi des pamphlets antisémites, comme celui d'Osman Bey, La conquête du monde par les Juifs de 1873. Mais il faut souligner que le principal texte plagié par le ou les faussaires est la fiction polémique de l'avocat républicain Maurice Joly, dirigé contre Napoléon III. C'est le dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Ce texte est publié anonymement en 1864. C'est un traité de pensée politique. Or, cette fiction polémique de bon niveau a été transformée en pseudo-document révélateur attribué à un membre d'un groupe de conspirateurs juifs inconnus, ce qui fait des protocoles le produit d'une escroquerie intellectuelle. En fait, les protocoles sont un plagiat de plagiat. Savons-nous qui est l'auteur de ce plagiat ? Il faut accepter de ne pas savoir. Il faut avouer notre ignorance sur la question de l'auteur des protocoles. Sur les origines du faux et les motivations de ses rédacteurs ou de ses commanditaires, les hypothèses peuvent être réduites à deux. Il y a d'abord celle qui privilégie l'antilibéralisme, les protocoles étant destinés, dans la perspective de la police politique secrète du tsar, l'Okhrana, à prouver que les mesures libérales prises en Russie font partie du plan juif ou judéo-maçonnique visant les destructions de l'empire tsariste. C'est l'hypothèse à laquelle je m'étais tenu dans mes propres travaux dans les années 90. Mais depuis, je pense qu'elle est difficile à soutenir pour des tas de raisons. En effet, une nouvelle hypothèse est apparue, avancée par l'historien allemand Michael Hagemeister. Hagemeister suppose que l'Okhrana n'a été pour rien dans la fabrication du faux. Il formule l'hypothèse que celui-ci aurait été le résultat du retravail complexe d'un texte écrit en Russie entre avril 1902 et août 1903 par des écrivains antisémites et réactionnaires dont l'identité reste à déterminer, et ce, en vue de discréditer le mouvement sioniste qui commençait alors à prendre de l'importance. Dans un cas comme dans l'autre, les protocoles étaient destinés à convaincre le tsar de l'imminence d'un complot organisé par les Juifs. Est-ce que cela va marcher ? Il faut d'abord rappeler que Nicolas II était antisémite et qu'il était très préoccupé par l'agitation révolutionnaire. Il était donc disposé à croire à la réalité d'un complot juif contre la Sainte Russie. Je viens d'apprendre un instant que vous financez en ce moment de violentes attaques contre les Juifs. Je fais ce qui doit être fait. Vous les faites massacrer par centaines. Ce sont des terroristes qui jettent des bombes. Selon le témoignage, les premières réactions de Nicolas II, lorsqu'il découvre les protocoles en 1905, sont enthousiastes. J'en lis quelques éléments. Notre année 1905 semble avoir été dirigée par les sages. Il ne peut y avoir de doute sur leur authenticité. On aperçoit partout la main directrice et destructive du judaïsme. Fin de citation. L'opération de propagande semblait alors avoir réussi. Mais malgré l'enthousiasme initial du tsar, les protocoles ne vont pas, en tout cas au début, rencontrer un grand succès. La publication du document par Milous en 1905 passe presque totalement inaperçue. Le tirage du livre est faible, moins de 2000 exemplaires. D'autant que le ministre de l'Intérieur, Stolypine, qu'on ne pouvait soupçonner de philosémitisme, publie un entrefilet au début de 1906 où il ne cache pas sa conviction qu'il s'agit d'un faux et finit par lancer « On peut ne pas aimer les Juifs, mais ce n'est pas une raison pour être un imbécile ». Stolypine charge 2 policiers politiques de faire une enquête secrète sur les origines du document. La conclusion des enquêteurs est qu'il s'agit d'un faux. Le général Globatsov rapporte ainsi la réaction de Nicolas II, je cite, « Laissez tomber les protocoles, on ne défend pas une cause pure avec des méthodes malpropres ». Fin de citation. La cause pure, c'est là, évidemment, la lutte contre les Juifs.
Pourtant en Russie, tout le monde ne va pas avoir les mêmes scrupules que le tsar. Même dans l'hypothèse où l'Okhrana n'a pas commandé en quelque sorte la fabrication des protocoles, l'Okhrana les a tout de même utilisés. De 1903 à la révolution d'octobre, les protocoles restent une arme idéologique dans les mains des antisémites russes, évidemment de certains policiers manipulateurs qui s'efforcent de diaboliser les réformateurs libéraux ainsi que les révolutionnaires marxistes. Malgré les efforts de l'Okhrana, les protocoles restent pendant de nombreuses années un document confidentiel. Mais un événement va changer le destin du texte. La révolution bolchevique de 1917. Le faux ne devient le principal vecteur du mythe de la conspiration juive mondiale qu'après 1917, lorsqu'il est diffusé à l'Ouest par les émigrés russes et baltes et adapté à la propagande anti-bolchevique. Le péril juif prend alors les couleurs du péril rouge avec le meurtre de la famille impériale le 17 juillet 1918, dénoncé par les antisémites comme un crime rituel commis par les bolcheviks juifs. Nicolas Alexandrovitch, Alexandra Fedorovna, Alexis Nikolaevitch, Olga Nikolaevna, Maria Nikolaevna, Tatiana Nikolaevna et Anastasia Nikolaevna. Le comité soviète régional de l'Oural vous a condamné à mort. Vous avez tous été condamnés à mourir. La révolution bolchevique a favorisé, à partir de 1920, la diffusion mondiale des protocoles qui fournissait un modèle d'interprétation de ces événements aussi troublants qu'incompréhensibles. Cette révolution n'était qu'une étape dans la conquête du monde par les Juifs. C'est le message qu'essayent de faire passer les antisémites à l'époque. Le faux commence son tour du monde au tout début de 1920, avec ses premières traductions en allemand, en polonais et en anglais, suivies par des traductions en français et en hongrois, en italien et en serbe, japonais, en espagnol, en arabe, grec, portugais, flamand, etc. Le tour du monde des protocoles commence. Un journal de référence va y participer. Quotidien le plus respecté d'Angleterre, le Times fait sa une sur les protocoles. Le Times de Londres a joué un rôle très important par son éditorial daté du 8 mai 1920, qui a, pour ainsi dire, opéré le lancement mondial du document. Le très sérieux Times commente le document troublant en multipliant les questions rhétoriques. Le Times, 8 mai 1920. Le problème mondial soulevé par les protocoles ne peut manquer non seulement d'intéresser, mais de préoccuper. Certaines caractéristiques du programme juif ressemblent étrangement à des situations et à des événements qui se développent actuellement sous nos yeux. Qu'est-ce que ces protocoles? Sont-ils authentiques? Cet éditorial, évidemment, a beaucoup marqué les esprits et a convaincu la majorité des observateurs de l'époque que les protocoles étaient un document authentique. Pourtant, quelques mois après avoir fait sa une sur les révélations des protocoles, le même Times publie une enquête qui prouve la falsification. Dans 3 articles parus du 16 au 18 août 1921, un journaliste du Times de Londres, Philip Graves, a démontré que ce texte était en grande partie le produit d'un plagiat. Si l'on se penche sur le texte des protocoles et si l'on compare avec celui des dialogues aux enfers, on est frappé par l'absence de tout effort de la part du plagiaire pour dissimuler ces plagiats. La paraphrase a été très négligente. Des parties de phrases, voire parfois des phrases entières, sont identiques. En dépit de l'établissement de son caractère de plagiat, le document supposé révélateur a continué de circuler jusqu'à devenir, au cours des années 1930, un best-seller planétaire indéfiniment recyclé par la suite. En 1939, Henri Rollin notait qu'on pouvait considérer les protocoles comme l'ouvrage le plus répandu dans le monde après la Bible, ce qui n'est pas rien. Malgré la preuve irréfutable de leur fausseté, des millions de personnes à travers le monde achètent un exemplaire des protocoles. Parmi eux, 2 lecteurs attentifs. Le plus grand industriel américain de l'époque et un jeune agitateur d'extrême droite autrichien, Henry Ford et Adolf Hitler. Présentés comme le programme juif de déstabilisation et de domination du monde, les protocoles des sages de Sion permettent de donner une explication au grand bouleversement du début du XXe siècle. La Première Guerre mondiale,
la révolution bolchevique, la crise de 1929. Malgré l'évidence de leur caractère frauduleux, deux hommes vont peser de tout leur poids pour diffuser le texte. L'un est le plus grand industriel de son époque, Mr. Henry Ford. Henry Ford. L'autre n'est encore qu'un petit agitateur d'extrême droite, Adolf Hitler. Ils rêvent tous les deux de convaincre les peuples du monde de se débarrasser des Juifs. Les protocoles vont les y aider. Mécanique du complotisme. Les protocoles des sages de Sion. Chapitre 2. Un passeport pour le génocide. Pierre-André Taguieff, quel rôle a joué Henry Ford dans la diffusion des protocoles ? Dès le printemps 1920, aux États-Unis, l'industriel et milliardaire Henry Ford, antisémite convaincu, décide de financer la diffusion des principaux thèmes d'accusation anti-juifs. Ford s'était vite convaincu de l'authenticité des protocoles depuis que le document lui avait été transmis l'année suivante. De novembre 1920 à mai 1922, Ford publie le recueil en 4 tomes des éditoriaux parus dans son hebdomadaire à fort tirage, disons entre 300 000 et 700 000 exemplaires, The Dearborn Independent, sous le titre générique The International Jew. Le tirage du premier volume du Juif international, paru en novembre 1920, est considérable, 1 demi-million d'exemplaires. On suppose qu'environ 3 millions d'exemplaires furent vendus ou donnés aux bibliothèques des lycées, des villes et des universités. Ford était convaincu de fournir à ses compatriotes les moyens de lutter victorieusement contre le péril juif. Pour convaincre les Américains de l'imminence du péril juif, Ford va être aidé par un précurseur. Prêtre catholique convaincu de l'authenticité des protocoles, le père Coughline a compris très tôt l'influence politique qu'il pouvait tirer d'un nouveau média de masse, la radio. Il devient le premier télévangéliste de l'histoire. Chaque semaine, 90 millions d'Américains l'écoutent. Dans les années 30, ce prédicateur a beaucoup fait, grâce à ses usages particulièrement démagogiques de la radio, pour accréditer l'idée que les protocoles sont un texte authentique et qu'il faut les prendre au sérieux. Ceux qui contrôlent la Russie ne sont pas des Russes, ce ne sont pas des Slaves. Ceux qui dominent sont des membres de la race juive venus du monde entier. Tous les membres de la presse ou de leur ministère des Affaires étrangères sont juifs. Ceux qui occupent des postes à responsabilité, les chefs de bureau, les chefs des grands trusts, sont pour la plupart des juifs. On peut dire que beaucoup de causeries du père Coughline ne font que traduire les thèses des protocoles. Henry Ford est à cette époque l'un des hommes les plus riches du monde. Il fait distribuer son livre inspiré des protocoles aux États-Unis, mais il le fait aussi traduire à l'étranger, notamment en Allemagne. Entre 1921 et 1924, la plupart des dirigeants nazis lurent la traduction du Juif international, Hitler et Alfred Rosenberg en tête. Je pense qu'Hitler a beaucoup appris en lisant le Juif international. Extrait du Juif international, 27 août 1921. Imaginons un instant qu'il n'y ait pas de sémites en Europe. Serait-ce alors une si terrible tragédie ? Pas vraiment. Ils ont agité les peuples dans tous les pays, les ont incités à la guerre, à la révolution et au communisme. En voilà assez du peuple élu. Un jour, ils rencontreront ce qu'ils ont semé. Fin 1933, cette traduction allemande en était à sa 29e édition, c'est dire le succès du Juif international dans l'Allemagne nazie. Hitler se vantait également du soutien financier que Ford lui aurait accordé. Il ne faut pas sous-estimer l'influence qu'a eu Ford sur les débuts du nazisme. Par sa célébrité, ses succès, il a légitimé l'antisémitisme. L'influence de Ford sur Hitler a été réelle, mais celui-ci était déjà imprégné d'une paranoïa conspirationniste. Le délire conspirationniste ou complotiste chez Hitler est indissociable de sa vision apocalyptique du combat final contre l'ennemi diabolique incarné par les Juifs. Et cet ennemi traverse les siècles. Il représente une puissance cachée qui agit derrière les événements visibles. C'est une petite clique internationale, sans racines, qui monte les gens les uns contre les autres, qui ne veut pas qu'ils aient la paix. Adolf Hitler. Ce sont les gens qui sont chez eux à la fois, nulle part et partout, qui n'ont pas de sol sur lequel ils ont grandi, mais qui vivent à Berlin aujourd'hui, à Bruxelles demain,
à Paris le lendemain, et puis à Vienne ou à Londres, et qui se sentent chez eux partout, les Juifs. Pierre-André Taguieff, Hitler est loin d'être isolé dans l'Allemagne de l'époque, où on cherche des responsables à la défaite de 1918 et à la crise économique de l'après-guerre. Le choc de la défaite allemande, qui est jugé incompréhensible par beaucoup d'Allemands, a préparé les esprits et la croyance que les Juifs avaient joué un rôle majeur dans cette défaite humiliante. Les protocoles étaient censés expliquer à la fois tous les malheurs de la Russie et tous les malheurs de l'Allemagne, trahis de l'intérieur par les Juifs au profit de ses ennemis. Ils ont violé la culture allemande. Ils ont dénaturé la science au sein des universités. Ils ont vampirisé la presse allemande. Ils ont détruit le système juridique allemand. Ils ont empoisonné l'esprit de l'industrie allemande. Ils ont exploité les paysans et les ouvriers et détruit le commerce allemand. Sait-on quand Hitler a lu les protocoles ? Hitler, lorsqu'il découvre les protocoles dans les mois qui suivent la première traduction allemande du Faux, est convaincu qu'il s'agit d'un texte qui révèle le programme secret des hauts dirigeants juifs, et surtout la lecture du Faux lui donne un modèle d'interprétation de la révolution bolchevique. Il ne mentionne pour la première fois les protocoles que dans les notes préparatoires de son intervention lors d'une réunion tenue à Munich le 12 août 1921, dans laquelle il dénonce la juiverie mondiale et le bolchevisme. Hitler croit-il en leur authenticité ? Il faut se rapporter aux 18 lignes consacrées dans le premier tome de 1925 de Mein Kampf, 18 lignes consacrées au protocole qui constituent un résumé des arguments fallacieux avancés par les défenseurs de l'authenticité du document. Les protocoles des sages de Sion, Adolf Hitler, que les Juifs exècrent avec ténacité, Mein Kampf, montre avec une certitude incomparable combien toute l'existence de ce peuple repose sur un mensonge permanent. Ce sont des faux, braille en gémissant la Gazette de Francfort chaque semaine, et elle cherche à en persuader l'univers. Et c'est là la meilleure preuve qu'ils sont authentiques. À la suite de Ford, Hitler va dans le document supposé, révélateur, une arme idéologique décisive contre les Juifs. La grande époque ne fait que commencer. Adolf Hitler. L'Allemagne s'est réveillée. Nous avons gagné le pouvoir en Allemagne. Maintenant, nous devons gagner le peuple allemand. Pour gagner le peuple allemand, Hitler est aidé par son chef de la propagande, Joseph Goebbels. Alors, sur les protocoles, en fait, la position de Goebbels a évolué. Goebbels est un intellectuel, il a soutenu une thèse de littérature, etc. Et dans son journal, le 10 avril 1924, dans sa jeunesse, donc, il se montre plutôt dubitatif sur les protocoles. Je crois que les protocoles des sages de Sion sont un faux. Non que la conception du monde qui s'y exprime, Joseph Goebbels, journal, où les aspirations des Juifs me paraissent trop utopiques ou fantaisistes, mais parce que je tiens que les Juifs ne sont pas si monstrueusement stupides au point de ne pas avoir compris l'importance du secret pour des résolutions de cette gravité. Oui, donc Goebbels prend ses distances à l'égard du texte. Mais 2 décennies plus tard, les positions de Goebbels ont changé. Le 13 mai 1943, donc en pleine guerre, Goebbels offre un saisissant résumé de la doctrine anti-juive du premier cercle hitlérien. J'étudie encore une fois à fond les protocoles sionistes. Joseph Goebbels. Jusqu'ici, on m'a toujours objecté qu'ils n'étaient pas utilisables pour notre propagande actuelle. Journal. Je constate, en les lisant, que nous pouvons parfaitement en tirer parti. J'en ai parlé à midi au Führer. Il estime que les protocoles sionistes peuvent être considérés comme absolument authentiques. En 1933, après l'humiliation due à la défaite de 1918, effet supposé du coup de poignard dans le dos, venait le temps de la revanche et de la vengeance. La prise du pouvoir par les nazis rendait possible ce règlement de compte, pour employer une expression chère à Hitler. Et si les journaux juifs, Joseph Goebbels, croient aujourd'hui qu'ils peuvent intimider le mouvement national-socialiste par des menaces voilées,
Il devrait faire attention. Un jour, notre patience s'épuisera. Et alors, on fermera la gueule effrontée et menteuse des Juifs. Pour préparer le terrain à ce règlement de compte envers les Juifs, Goebbels va s'emparer des protocoles. Peu à peu, ils arment les esprits. Dès le début des années 20, jusqu'à la prise du pouvoir en 1933, les nazis diffusent les protocoles. Après la prise du pouvoir, la diffusion mondiale des protocoles et des textes de propagande dérivés du Shoah, comme le Juif international, devient la grande spécialité du Weltdienst, ou service mondial, organisation spécialisée dans la propagande anti-juive internationale. Au début du XXe siècle, les Juifs sont présents à tous les points de convergence du marché monétaire mondial. Ils sont une puissance internationale. Le Juif éternel. Bien qu'ils ne représentent que 1% de la population mondiale, leur capital leur permet de terroriser les échanges mondiaux, l'opinion mondiale et la politique mondiale. Les nazis ne se contentent pas de distribuer le texte des protocoles. Pour répandre la peur du péril juif, ils vont utiliser tous les supports à leur disposition. Oui, bien évidemment, il faut tenir compte, outre la propagande par les textes, la propagande par le cinéma, à laquelle attachait beaucoup d'importance Goebbels. Et un certain nombre de films utilisent la thématique des protocoles pour désigner les Juifs comme une menace. Les Juifs sont bannis de tout le Württemberg. Voilà ce qui a été décrété à Stuttgart ce 24 février 1738. Le Juif Zus. Puissent nos descendants respecter fermement cette loi, en se préservant ainsi des souffrances, en sauvant leurs biens et leur vie, et les sangs de leurs enfants et des enfants de leurs enfants. Il faut noter un paradoxe. Au travers des protocoles, les nazis accusent les juifs de préparer l'état totalitaire et sanguinaire qu'ils sont eux-mêmes en train d'instaurer en Allemagne. D'ailleurs, dans la propagande anti-nazie, le thème est apparu à partir de 1933. Un pamphlet anti-nazi portait le titre « Hitler élève des sages de Sion ». Et de fait, certains dirigeants nazis se servent des protocoles comme d'un manuel politique dont il faudrait imiter les recettes. Theodor Fritsch, le chef de l'antisémitisme allemand, dans la postface de son édition des protocoles, en recommandait la lecture de cette manière. Nos futurs hommes d'État et diplomates devront apprendre des experts orientaux en infamie jusqu'à l'ABC du gouvernement, et pour ce faire, les protocoles sionistes offrent un excellent enseignement préparatoire. Oui, donc Theodor Fritsch appelle à lire les protocoles sionistes pour pouvoir lutter contre les Juifs. Ce qui est retenu des protocoles, en fait, c'est le retour systématique aux stratégies cyniques dans la recherche, puis dans l'exercice du pouvoir. L'Allemagne, Joseph Goebbels, n'a pas l'intention de se plier à cette menace juive. Elle prend des mesures contre elle en procédant à une exclusion radicale des Juifs. Tout au long des années 30, les nazis utilisent les protocoles pour se présenter comme des victimes des Juifs. Quel lien faites-vous entre les protocoles et la Shoah ? L'argument de la légitime défense est fondamental dans l'argumentation anti-juive de type exterminationniste. C'est l'alternative eux ou nous. C'est une question de vie ou de mort. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de troisième voie. C'est leur destruction ou la nôtre. Si jamais les Juifs de la finance internationale, Adolf Hitler, en Europe et ailleurs, 30 janvier 1939, arrivent à pousser les peuples dans une autre guerre mondiale, le résultat ne sera pas la victoire de la juiverie, mais la destruction de la race juive en Europe. On peut affirmer, à en juger par ses usages nazis, que le faux a constitué un permis d'extermination, un mandat ou un passeport pour un génocide. Inspiré entre autres par les protocoles, le fantasme complotiste d'un péril juif menaçant le monde débouche sur l'assassinat de 6 millions de personnes. Pourtant, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la carrière des protocoles est encore loin d'être terminée. En un demi-siècle, les protocoles sont devenus un best-seller international et un argument idéal pour justifier les politiques antisémites.
Si les Juifs complotent en secret pour asservir le monde, alors il faut se défendre, se débarrasser d'eux. Après la Shoah, l'Europe délaisse les protocoles et son mythe du péril juif. Mais dans le monde arabe, la naissance de l'État d'Israël va offrir aux protocoles un nouveau public et une seconde jeunesse. Mécanique du complotisme. Les protocoles des sages de Sion. Chapitre 3. Du péril juif au complot sioniste. La fin du régime nazi ne signe pas la fin de la carrière des protocoles. Pierre-André Taguieff, quand les protocoles ont-ils été introduits au Moyen-Orient ? Nombreux furent les officiers britanniques qui au Proche-Orient ont joué en la matière, dès 1920, le rôle de passeurs. Ils avaient emporté dans leur bagage des exemplaires de telle ou telle traduction anglaise du faux. Le navire Nevassa arrive à Haïfa, avec à son bord le 2e bataillon du régiment royal, venu remplacer le 1st Royal Scots pour assurer le maintien de l'ordre en Palestine. C'est à la fin de 1925 que paraît au Caire la première traduction arabe des protocoles. La réception arabe des protocoles s'est faite en 3 temps. D'abord au cours des années 1920 en Syrie, en Irak et en Égypte, à l'initiative de milieux arabes chrétiens occidentalisés et nationalistes. Ensuite, au cours des années 30, lorsque les leaders du pan-islamisme s'y sont référés dans leur lutte contre le sionisme. La population arabe s'est violemment émue de la décision de l'ONU tendant à partager la Palestine entre juifs et arabes. Aussitôt, des troubles ont éclaté. Enfin, après la création de l'État d'Israël et la première guerre israélo-arabe, sous l'impulsion de milieux musulmans qui ont instrumentalisé les accusations qu'ils véhiculent dans la guerre idéologique contre Israël menée sous l'égide de Nasser. Si quelqu'un vous attaquait, Nasser, quelle serait votre réaction ? Quelqu'un nous attaque, donc nous allons réagir. Et à la guerre, réagir, ça veut dire détruire son ennemi. Nasser avait épousé le principe d'une lutte exterminatrice contre Israël et il a naturellement fait appel à des professionnels en la matière. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a accueilli nombre de nazis spécialisés dans la lutte anti-juive. La colonie d'anciens nazis, employés sous des noms d'emprunt à consonance arabe, par les diverses administrations de la République arabe unie, comptait déjà environ 6250 membres. On trouve notamment dans cette compagnie d'élite M. Johannes von Less, spécialiste éprouvé des questions raciales. Cet antisémite fanatique était considéré plus précisément comme un spécialiste du meurtre rituel juif et du complot juif mondial. Comme beaucoup de criminels nazis, von Leer s'échappe d'abord en Argentine. Mais en 1955, il s'installe en Égypte. Il y retrouve un ancien allié de Hitler, le grand mufti de Jérusalem. Le grand mufti accueille l'Ers au Caire par un chaleureux discours de bienvenue. Je le cite, « Nous vous remercions d'être venus jusqu'ici reprendre le combat contre les puissances des ténèbres incarnées dans la juiverie mondiale. » L'année suivante, il se convertit à l'islam avant d'organiser au Caire l'Institut d'études du sionisme. Il fut jusqu'à sa mort employé par la division de la propagande anti-israélienne au ministère égyptien de l'Intérieur. Il fut notamment ce speaker à l'émission de radio La Voix des Arabes. En 1957, via leur poste au sein de la propagande de Nasser, von Leer et d'autres nazis en exil vont faire circuler des protocoles dans une nouvelle édition, cette fois financée par le gouvernement égyptien. Convaincu de l'authenticité et de l'utilité des protocoles par les collaborateurs nazis de ses services de propagande, Nasser n'hésite pas à recommander à plusieurs reprises publiquement la lecture du document. Les éditions des protocoles se sont alors multipliées dans tous les pays arabo-musulmans, ainsi que les pamphlets anti-juifs qui s'en inspiraient. L'ouvrage est publié en 1957, mais ce n'est que 10 ans plus tard qu'il va vraiment connaître le succès, grâce à la guerre des 6 jours. Après la défaite de la coalition arabe début juin 1967, au terme de la fameuse guerre des 6 jours, on a observé une intensification des usages politiques des protocoles et des textes complotistes dérivés. Sans cette volonté de se battre et de triompher, jamais le canal n'eût été atteint et en moins de 4 jours. 7 divisions égyptiennes bousculées, 4 anéanties par 3 divisions israéliennes.
Il fallait expliquer la défaite des armées arabes, supposées invincibles, sans mettre en doute la bravoure des combattants arabes ni la compétence de leur chef. Alors ce traumatisme s'est transformé petit à petit en haine. Haine bien sûr contre Israël, haine contre les amis d'Israël, ceux qui ont pratiqué, comme l'on dit ici, la collusion, mais haine aussi contre les officiers égyptiens. Le recours au protocole permet donc d'expliquer les échecs politiques, économiques ou militaires des pays arabes dus à l'incompétence ou à la corruption de leurs dirigeants, en rejetant la faute sur les juifs et les sionistes, considérés comme une puissance occulte terrifiante. Préface des protocoles, édition arabe de 1967. L'année 1967 fera date. C'est au cours de cette année que le peuple de Sion confirma pour la première fois dans son histoire l'authenticité d'un document publié en 1905. Les fils de Sion ont donné la preuve matérielle qu'ils n'ont jamais oublié les protocoles. Les protocoles sont donc revenus un best-seller au Proche-Orient après la guerre des 6 jours. La lecture des protocoles a été publiquement recommandée par des leaders de premier plan du monde arabo-musulman, tels que les présidents Nasser et Abdulrahman Arif en Irak, le roi Faisal d'Arabie Saoudite ou le colonel Kadhafi. Si les Israéliens les découvrent, ils vont acheter tous les exemplaires. Ils ne veulent pas que les peuples du monde lisent ce livre. Je vais vous le donner. Idi Amin Dada, président ougandais. C'est un livre des Israéliens. Ce sont les enseignements des sages des Israéliens, des sionistes. À partir des années 80, l'islamisme remplace le nationalisme comme la force politique majeure du monde arabe. Après l'Égypte de Nasser, c'est dans l'Iran de Khomeini que les protocoles trouvent leur meilleur promoteur. Mais d'abord l'Iran qui ce matin a définitivement changé de visage. Une seule loi, celle du Coran, un seul régime, celui de M. Bazargan, Premier ministre désigné par l'ayatollah Khomeini. L'Iran de l'ayatollah Khomeini a beaucoup fait pour la diffusion des protocoles, notamment en diffusant diverses traductions en anglais, en français, en allemand. Le mythe se présente sous la forme du complot sioniste mondial ou depuis les années 1990, celle du complot américano-sioniste. Une vague d'éveil à la vérité est en chemin. Mahmoud Ahmadinejad. Comme Dieu m'est témoin, très bientôt, tous les pays verront vos plans pour ce qu'ils sont vraiment. Je vous informerai avec Dieu comme témoin qu'une tempête dévastatrice est en chemin, qui va déraciner la base du sionisme. Et on retrouve le même phénomène au sein des mouvements palestiniens, du Hamas et du Fatah. Les protocoles sont mentionnés dans la charte du Hamas en tant que preuve du criminel projet des sionistes. Nous l'avons lu, nous continuons à le lire et nous demandons à nos membres de lire ce livre très attentivement pour apprendre la façon de penser de notre ennemi. Oui, il ne s'agit pas de lutter seulement contre Israël, il ne s'agit pas d'une lutte entre nationalismes rivaux, concurrents et ennemis, mais d'une lutte asymétrique entre un mouvement islamo-palestinien et une bête, un monstre terrifiant que serait le sionisme mondial. Les crises majeures poussent à chercher des explications, à désigner des boucs émissaires. 14-18, 1917, la crise de 29, la guerre des 6 jours. À chaque fois, elles accélèrent la diffusion des protocoles. Les attentats du 11 septembre 2001 n'échapperont pas à la règle. On peut dire que le 11 septembre a constitué un puissant événement déclencheur qui a ouvert une nouvelle phase dans les usages du mythe du complot juif mondial. La logique du raisonnement complotiste inclut ce qu'on appelle en psychologie sociale le biais de proportion, qui pousse le sujet à croire que de grandes et terribles conséquences, une crise économique mondiale, une pandémie, etc., ne peuvent être engendrées que par de grandes, puissantes et terribles causes. Les attentats de New York, réduits à une opération sous fausse bannière, ont été attribués aux agents d'un complot sioniste, judéo-croisé ou américano-sioniste, poursuivant leur projet
de dominer le monde. On a tout ce qu'il faut pour savoir sans aucun doute possible que la version officielle est totalement fausse. C'est très certainement une opération souffre-drapeau menée par des élites impériales américano-sionistes. Voilà. Aujourd'hui, la diffusion mondiale des protocoles est assurée principalement par Internet. Se sont multipliés les sites d'orientation conspirationniste qui ont remis en circulation la thématique véhiculée par le célèbre faux. Et pour la France, on peut par exemple citer le site d'Alain Soral. Il est clair que, à la lecture des textes publiés par Alain Soral, on reconnaît évidemment la thématique des protocoles, la manière de mettre en forme différents ennemis, de les réunir en un seul super ennemi. Mais parallèlement, les protocoles, comme les textes qui en dérivent, continuent de faire l'objet de rééditions assorties de commentaires censés les actualiser dans de très nombreux pays, des États-Unis aux pays arabes, de l'Europe de l'Est à l'Iran, à la Turquie et au Japon, en passant par l'Afrique du Sud, l'Inde, le Pakistan et la Malaisie. Saudi Westal TV, 21 mars 2018. Est-il possible que ces Juifs aient écrit ce livre et l'aient intentionnellement diffusé afin d'affaiblir la détermination des peuples? Il est possible qu'ils aient étudié l'effet psychologique qui pourrait être causé par la lecture d'un tel livre et qu'ils soient parvenus à la conclusion que cet effet psychologique leur serait bénéfique. C'est possible. Seul Allah le sait. Dans les pays arabo-musulmans, les protocoles constituent en outre un inépuisable réservoir de thèmes anti-juifs sollicités dans les prêches du vendredi ou les débats publics et mis en scène par des feuilletons télévisés qui constituent d'efficaces instruments de propagande antisioniste visant un public populaire. Les cavaliers sans monture. Le mouvement sioniste raciste a conçu un plan il y a longtemps, avant même le Christ. Une invasion sioniste pacifique de tous les pays du monde. La série égyptienne Cavaliers sans monture de 2002 en est un bon exemple. Mohamed Sobi, acteur principal du Cavalier sans monture, 12 mai 2019. La vraie réussite de ma série, c'est que dans les 3 mois après sa diffusion, 2 millions d'exemplaires des protocoles des sages de Sion ont été achetés par les étudiants des universités. Le faux, il faut bien le reconnaître, reste le principal vecteur du complotisme anti-juif dans le monde arabo-musulman comme ailleurs. Comme ailleurs, car leur utilisation n'est pas du tout cantonnée au monde arabe. Les protocoles sont utilisés par les extrémistes de tous bords, suprémacistes blancs et antisémites noirs aux États-Unis, catholiques et protestants fondamentalistes en Europe comme dans les 2 Amériques, nationaux traditionnalistes orthodoxes en Russie, fondamentalistes musulmans de toutes obédiences, néo-nazis païens, nationalistes radicaux, adeptes de sectes ou de doctrines ésotériques, amateurs de prophéties apocalyptiques de fin du monde, négationnistes et complotistes, fascinés par la légende des Illuminati. L'un des traits distinctifs de l'extrémisme, c'est précisément le recours à des théories du complot pour expliquer la marche des événements, surtout lorsqu'elle est jugée décevante, inquiétante, choquante ou terrifiante. Pierre-André Taguieff, on sait depuis très exactement un siècle que les protocoles sont des faux, et pourtant ils n'ont jamais cessé de rencontrer le succès dans des époques, des pays et des contextes très divers. Comment expliquez-vous cette longévité ? L'une des caractéristiques les plus remarquables du faux, qui explique ses usages politiques persistants, est, en raison du degré d'abstraction des textes qu'il contient, sa haute compatibilité avec des contextes historiques très différents. D'où les successifs recyclages du document. Si le document est si convaincant, c'est parce qu'il confirme une croyance préalable, qu'il la renforce et la justifie. Il procure ainsi une satisfaction cognitive. Lire les protocoles, c'est savoir d'où vient le mal, c'est donc savoir se défendre contre la menace. Mécanique du complotisme. Les protocoles des sages de Sion. Un podcast de Roman Bronstein et Alexandre Manzanares.